Quand vous marchez à Montpellier, vous êtes relativement tranquille. Donc oui, effectivement, je te récupère à la gare et ce mec s'arrête en bagnole et me dit baisse la vitre, merci. Je réponds merci pourquoi, vous voulez la place? Ah, non, merci pour le match. Mais j'ai vu que ça t'a fait rire toi aussi. Oui. Puis ça a continué quand on est arrivé là, je suis un peu interpellé. Mais ouais, on fait peut-être ça pour ça, mais c'est surprenant, ouais, c'est surprenant. Salut à tous, l'invité du jour dans One Two Trio, c'est Patrice Colazo. Salut Patrice. Salut François. Entraîneur de rugby, manager de Montpellier jusqu'à encore il y a peu. On va revenir sur cet épisode, bien évidemment, tout comme on va revenir sur la belle et longue carrière de Patrice. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, ça je vous remercie, ça va nous aider. Et puis également, nous liker sur les réseaux, les liens sont cliquables en dessous de la vidéo. Merci à vous. One, two, trio. Hop. Patrice Colazo, donc, manager de rugby. Alors bon, One Two Trio, c'est le temps de discuter. On prend le temps pour discuter. On s'arrête aussi de temps en temps avec des petits questionnaires rapides qui peuvent être sur ton métier ou sur le sport, en tout cas, que j'ai essayé de personnaliser. On est à quelques jours qui se sont écoulés depuis le maintien de ton club de Montpellier en top 14. Mais toi, tu n'as pas été maintenu dans tes fonctions. Est-ce qu'avec le recul, tu vis ça comment? Parce que je sais que c'est une mission accomplie. Est-ce que le fait de ne pas être maintenu, tu le vis comme on va dire, un manque de récompense? Non, parce que les choses ont toujours été claires depuis le début. On était venu pour une mission et puis après, moi je trouve que quand on vient pour une mission comme ça, vraiment dans une urgence absolue, où le club est vraiment en danger, quelque part je trouve aussi normal de laisser la place à d'autres, parce qu'on active des leviers quand on vient sur du très court terme comme ça, qu'on ne pourra plus réactiver par la suite. Ça c'est mon opinion, donc je trouve que c'est bien, on est venu pour un truc, on l'a fait. Le plus important c'était que le club se maintienne en top 14, l'institution, que le club de Montpellier puisse repartir dans l'élite du rugby français et reprendre son chemin, notamment par la suite, puisque c'est un club qui est très jeune, qui a 40 ans, je crois, d'existence. Et c'est peut-être le point de départ, justement, du nouvel ère à Montpellier. Donc je pense que c'est un match qui restera gravé, comme quoi, dans les matchs les plus importants de la vie d'un club. Oui, et dans la vie de l'entraîneur, ces 9 mois que tu as vécu, ils ont été importants ou ce n'est pas les plus belles périodes que tu as vécues? C'est une expérience, comme je l'ai dit à certains confrères, c'est une expérience de fou parce que j'ai commencé la saison dans un club à Brive. On n'avait pas pu se maintenir l'année d'avant, mais j'étais arrivé plus tard aussi. Donc j'ai commencé en Pro D2 et quand ça s'arrêtait à Brive, 3 jours après, j'étais à Montpellier. Donc j'ai joué pour 2 équipes. Dans le parcours d'un entraîneur, c'est un peu atypique. Dans le rugby, c'est très rare. Dans le rugby, c'est très rare, mais je fais souvent des choses un peu à contre-courant. Donc, mais non, une expérience, je trouve, de fou à vivre, contraignante sur beaucoup de points, parce qu'il y avait une énorme pression, il y avait un contexte aussi qui était pas facile, qui était un peu anxiogène autour de l'équipe, par moments dans l'équipe aussi, parce que le spectre d'une descente, pour un club qui n'en a pas l'habitude, c'est chaud. Autant à Brive, c'était un contexte qu'ils connaissaient, autant à Montpellier, c'était nouveau pour eux. Donc une expérience qui est ultra positive et qui m'a permis encore de toucher des aspects du management qui sont totalement différents que des choses qu'on a l'habitude de maîtriser et j'ai envie de dire de vivre au quotidien. Donc une expérience énorme. Ouais. C'était un peu une mission commando, un peu. Ouais, là on était sur du commando, et eux sur du commando, et on n'était pas sûrs tous de revenir. Le plus important, c'est que le club, comme je l'ai dit, le club lui en est revenu. Et puis après, voilà, moi ce que je retiens, c'est l'aventure humaine avec un staff composé en 3 heures, avec des personnalités totalement... On vous a appelé les mercenaires à un moment. Oui, mais c'est après les gens... vaut mieux qu'on vous appelle par quelque chose que par rien. Que par rien, hein, c'est toujours pareil. Donc, comme je l'ai dit, ça a fait vivre aussi un écosystème, ça a alimenté beaucoup de choses, donc ça c'est très bien, mais il faut mieux faire envie que pitié. Et je trouve que, voilà, avec ce staff un peu atypique, ces personnalités atypiques, le casting était comment dire,
était de haut niveau pour qu'il y ait une fin tragique. Et puis finalement, la fin est plutôt belle pour le club, et ça, c'est l'essentiel. La fin est belle, mais il n'y a pas eu d'hésitation quand c'est Bernard Laporte qui t'a appelé. Tu n'avais jamais travaillé avec Bernard? Non, jamais. Et je l'avais eu comme sélectionneur, puisque j'ai 2 sélections en équipe de France. C'est lui qui me les a données, enfin qui m'avait sélectionné. Non, après je le connaissais comme adversaire. À l'époque, Bègle, Stade Français. C'était pas l'UBB, c'était Bègle à l'époque. Après, je l'ai recroisé, donc c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir dans le paysage urbistique, mais travailler au quotidien avec lui, non, c'était la première fois, j'avais pas fait ça. Et là, comme ça, avec un recul qui est encore léger, mais si tu devais définir justement ce que tu as vécu à ses côtés. Ah, franchement, un truc un peu atypique, mais un truc en fait, un confort de travail quand même, parce qu'il m'a laissé une liberté totale dans le management, dans la composition d'équipe, dans comment diriger l'équipe au quotidien. L'avantage de Bernard, comme je l'ai souvent dit, c'est que c'est un technicien au départ. C'est un homme de pouvoir, il a été président de la fédération, il a été secrétaire d'État, mais au départ c'est un technicien. Donc les échanges en fait se font naturellement. Il a une sensibilité qui est rugby, une sensibilité technique, et c'est souvent la différence des fois où ça coince avec certains dirigeants. Donc moi, ce que je retiendrai, c'est le confort de travail, la confiance qu'il m'a accordé en me laissant piloter sur tous les aspects, que ce soit management, que ce soit l'équipe, la composition d'équipe, la structure d'une semaine, comment on a été jusqu'à cet access, jusqu'à le gagner. Donc sa confiance, et puis le quotidien. Le quotidien a été, malgré, comme je l'ai dit, un contexte très 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 anxiogène, le quotidien a été cool, quoi. Bon, Bernard Laporte est plutôt réputé pour ses coups de gueule. Est-ce qu'il y a eu est-ce que il y a eu des désaccords sur des compos d'équipe? Est-ce que vous êtes c'est parfois un petit peu. On sait que toi, tu es quand même un homme assez décidé, un homme de poigne. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a frotté? Bizarrement, il n'y avait pas d'anecdote sur ce. Non, il n'y a pas d'anecdote. Je sais que tout le monde, ça alimente un peu les fantasmes. Non, je pense que très vite, il a vu comment je travaillais, ce que j'essayais de mettre en place, voilà, pour le bien de l'équipe, et pour surtout, parce qu'il y avait l'équipe à manager, il y avait ce staff aussi à faire fonctionner, où on arrivait d'horizons différents avec une expérience différente. Et non, il n'y a jamais eu, il y a eu des clashs, mais comme je l'ai dit, moi, pas par chance, parce que j'ai pas de problème avec les clashs, mais non, on est toujours tombé d'accord très rapidement. Du moins, il a toujours approuvé ma manière de fonctionner, ma manière de diriger. Après, comme je te dis, l'échange a été hyper positif et constructif. Voilà, parce que lui, il revenait aussi dans un rôle d'un club, alors qu'il était dans un rôle de dirigeant dans une fédération. C'était un retour aussi pour lui. Mais le rugby a évolué, hein, donc il a été confronté à certaines choses qu'il ne maîtrisait pas. Il a eu besoin de s'appuyer aussi sur notre expérience du staff, sur mon expérience, comme moi j'ai eu besoin par moment de m'appuyer aussi sur son expérience dans certaines situations voilà, où il fallait avoir un peu un avis, un peu de hauteur. Et, non, je trouve que ça a été un binôme qui a plutôt fonctionné. Ouais. Quand tu dis le rugby a changé, c'est que les joueurs ont changé? Enfin, le rapport aux joueurs a changé? Il y a plein de choses qui ont changé, l'écosystème a changé. Les salaires ont changé. Ah oui. ça me choque pas. Moi, ça me choque pas parce que ça. Mais voilà, le rugby est aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, hein, donc on ne peut pas y réchapper. Donc, faut pas dire qu'il n'y a que les joueurs qui ont changé. Je crois que l'écosystème du rugby a changé, les gens qui font le rugby ont changé, tout ce qui est autour du rugby a changé, les supporters. C'est pas changé, c'est une évolution, mais c'est une évolution qui va au rythme de la société d'aujourd'hui, donc avec ses bons, mais aussi avec l'envers de la médaille, avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients. Et puis quand on est dans une position comme ça, à ce niveau-là au classement, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ça, c'est une certitude. Parce que quand on arrive dans une situation comme celle que tu as trouvée à Montpellier, tu trouves des joueurs qui sont désœuvrés, hors de forme, qui ont besoin d'un psy plus que d'entraîneur. C'est quoi le constat quand tu arrives?
On trouve de tout en fait, on trouve des joueurs en perdition mentalement, des joueurs pas dans les clous physiquement, des joueurs en manque de confiance. Mais il faut tout bien dissocier parce qu'on arrive après un staff qui est passé. C'est un club qui a été champion de France il y a 2 ans. L'après-titre est toujours compliqué à gérer. Pour des équipes qui ont l'habitude de le gagner déjà, alors pour des équipes qui le gagnent comme ça d'une manière sporadique, c'est encore plus compliqué parce que les choses qui ont marché cette année-là ne marchent plus l'année d'après, elles sont déjà obsolètes et dépassées. Donc voilà, les entraîneurs qu'il y avait avant, le staff, que ce soit Philippe Saint-André, Jean-Baptiste Lissade, Richard Cockerill, c'est des entraîneurs qui ont gagné de partout où ils ont été. Donc ok, ça n'a pas fonctionné là à l'instant T sur cette période à Montpellier. Mais ça, je crois qu'il faut l'occulter. En fait, quand on est de notre côté, nous, entraîneurs, il faut qu'on l'occulte. Voilà, on se concentre sur les joueurs et on trouve de tout. On trouve de tout, des joueurs qui sont prêts à rebondir, des joueurs qui mettent du temps à s'acclimater au nouveau staff, ceux qui jouent plus commencent à jouer, ceux qui jouaient beaucoup ne jouent plus. Toutes les cartes sont redistribuées. Donc, et c'est là qu'on doit nous aussi vite s'adapter et vite se réinventer aussi en gardant nos convictions, mais en faisant preuve d'une adaptation. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est ça, c'est mener les combats qui sont essentiels et pas se perdre dans des choses qui en fait sont des combats perdus d'avance et qui seront de l'énergie qu'on aura en moins pour l'essentiel. Aujourd'hui, si je dois retirer une chose positive, c'est ça, c'est que je me suis concentré sur l'essentiel. Pourtant, j'ai vu beaucoup de choses arriver, je les ai vues arriver. J'ai vu arriver les balles, après j'ai vu arriver les obus, après j'ai vu arriver les missiles. Mais l'essentiel, c'était la mission. Ne pas perdre, ça veut dire que là j'ai plein de questions, j'ai plein de tiroirs à ouvrir là, dans ce que tu viens de dire, mais ça veut dire que c'est une situation que tu n'aurais pas gérée de la sorte il y a 10 ans? Non, du tout. En fait, c'est une expérience. Tu as franchi une dizaine là récemment. Oui, mais on est dans un apprentissage permanent. Entraîner, on a ses convictions, elles évoluent. Elles peuvent changer, mais très peu, mais elles évoluent de manière de faire passer les choses, de manière d'encaisser les choses. Aujourd'hui, j'ai une capacité d'encaissement qui est beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a quelques années. Avant, c'était peut-être un coup pour coup. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand je reçois un coup, je crois qu'il y a d'autres choses plus importantes que de rentrer comme je l'ai dit, dans un combat, une perte d'énergie. Parce que je considère qu'aujourd'hui, si on perd le fil, et si on perd le fil de l'essentiel, la mission, surtout sur du très court terme comme ça, elle a de grandes chances de ne pas réussir, quoi. Pour décrypter, pour les gens qui peut-être nous écoutent et qui ne connaissent pas le rugby, tu parles aussi d'un contexte où certains anciens du club étaient là aussi en embuscade pour prendre la suite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu important, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Non, mais juste pour situer, pour qu'on comprenne et décrypte ce que tu... Il y a plein de choses. Il y a déjà l'étiquette Montpellier, qui est quand même... voilà, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. C'est le vilain petit canard du top 14 parce qu'il véhicule beaucoup de choses, cristallise voilà, beaucoup de paramètres positifs, mais aussi négatifs. Un président qui est une des plus belles réussites françaises dans l'industrie, comme je l'ai dit, plus le casting. Après, mais tout ça, quand on vient pour ça, pour la chose essentielle, c'est-à-dire sauver le club, on n'a pas le temps de s'y attarder. Bien sûr qu'on a vu les choses, on les voit de très loin, parce qu'avec l'expérience, quand vous observe à l'entraînement à 200, 300 mètres, et qu'on voit ces personnes se rapprocher au fur et à mesure, mais la solution, fallait pas perdre l'objectif de vue, et la solution, c'était d'occulter ça. Alors, fut un temps, je ne l'aurais pas occulté, mais ça ne m'a pas empêché de travailler, ça ne m'a pas empêché avec le staff de remobiliser aussi le staff, parce que ça a été compliqué, mais c'est le rôle aussi d'un manager, de remobiliser les joueurs, de recentrer un peu tout le monde sur l'essentiel. Et l'essentiel a été fait. Ce qui se passe après, comme j'ai dit, ce qui se passe en coulisses, franchement, ça me dépasse. Quand justement tu arrives, la méthode c'est quoi? Donc tu constitues tout ton staff en 3 heures. Bon, j'imagine que vous parlez, que vous mettez un peu tout sur la table, mais par rapport aux joueurs qui vont être tes interlocuteurs, qui vont porter ton message, comment tu t'y prends? Tu les prends un par un? Tu fais des entretiens individuels? Comment ça s'est passé Il y a un peu de tout. Après, bon, c'est compliqué parce que 2 jours avant, je suis à Brive, je m'adresse à des joueurs. 3 jours, 48, 72 heures après, je m'adresse à un autre groupe. Donc en plus, comme aujourd'hui, comme dans la société d'aujourd'hui, on colle des étiquettes. Voilà, j'arrive avec une étiquette. Je sens des joueurs. C'est quoi ton étiquette?
Elle n'est pas assez grosse, ça se voit pas. Mais bon, Bernard arrive aussi avec sa réputation, Vincent Etcheto arrive avec sa réputation, donc déjà, j'ai envie de dire que les joueurs sont en perte de confiance, sont en crise, ils voient arriver des personnalités comme ça, ils se disent tout et n'importe quoi. Des choses vraies, des choses qui ne sont pas vraies, il y a le fantasme, il y a les on-dit. Bon, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai désamorcé de suite. J'ai dit, les gars, j'étais appelé à Brive, ça s'est très bien passé, personne n'est mort. Et voilà. Donc, parce qu'on te craignait. Mais pas que moi, plein de choses. Vous craignez des personnalités, des images que les gens ont de vous, mais après, il faut travailler avec les gens au quotidien. Donc, non, le truc, c'était surtout d'essayer d'embarquer tout le monde. Bon, ça a pris du temps, hein, parce que les 2 premiers matchs, on ne les a pas gagnés. Après, on a eu une série de 9 sur 11 quasiment en Coupe d'Europe, championnat confondu, avant de retomber dans... Parce que je crois que la saison de Montpellier était écrite comme ça, de reperdre le fil du truc jusqu'à cet access. Mais non, c'était beaucoup de collectifs, c'était beaucoup aussi d'échanges individuels par moment. Et c'est surtout redéfinir un cadre au quotidien et leur montrer que ce qu'on leur propose, on le maîtrise. Parce que si vous proposez des choses et qu'il n'y a pas de maîtrise, les joueurs s'éloignent, quoi. Ça veut dire essayer de redonner du plaisir. Mais comment on fait pour redonner du plaisir quand on est dans une situation comptable, on va dire, qui est urgente? Mais c'est beaucoup d'artifices, hein, en fait. Hein. C'est du quotidien. Déjà, vous avez un contexte, comme je l'ai dit, tout rentre en compte. Le contexte autour du club, le contexte médiatique qui va avec le classement, le contexte du lieu. Si le lieu, déjà, il n'est pas propice voilà, il n'est pas fun, ça devient vite compliqué. Donc en fait, c'est des artifices et c'est aussi dans la communication, beaucoup dans la communication et dans le fait de dire aux joueurs, voilà, aujourd'hui on en est là. Si on arrive à mettre ces choses en place, on va sortir étape par étape, on ne va pas faire un bond, et c'est ce qu'on a fait. Étape par étape, on a réussi à redresser la barre sur 10, 12 matchs. Et puis après, malgré même une série de défaites qu'on a réenchaînées derrière, on a toujours été dans les clous pour gagner. On les a souvent perdus dans le money time. Mais là, tout rentre en compte, c'est-à-dire l'aspect technique, le geste juste au moment, l'aspect mental. Mais on a toujours été dans les clous, mis à part un match à Toulon où on a été dominé de la tête et des épaules. Tous les autres, à l'extérieur et même à la maison, on a été en mesure de les emporter. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin du truc. Mais le joueur, le lundi, le mardi, c'est de plus en plus compliqué parce que les défaites s'enchaînent. Et il faut le reconnecter en lui disant, regarde, là on n'a pas gagné, mais on n'était pas loin, on va y arriver le prochain coup. Et il a fallu qu'on aille jusqu'au dernier coup, quoi. Du coup, tu savais qu'en gros, tu venais pour une mission. Tu arrives avec des joueurs qui ont des a priori un peu sur toi au départ, enfin sur vous, sur tout le monde, sur le staff. Donc on doit un peu se regarder un peu en chaîne de faïence. Donc c'est sur le discours technique que tu réussis à embarquer tout le monde? Non, pas technique. Vous pouvez pas, dans des situations comme ça, c'est pas technique. C'est plus dans une manière de fonctionner. Il y a beaucoup d'artifices, mais il y a des choses. Moi, je crois beaucoup au quotidien, c'est-à-dire restructuration d'une semaine d'entraînement. Voilà, on va s'entraîner comme ça, tel jour on va récupérer, là on va faire double journée pour telle et telle raison, là on va partir à telle heure, là on va s'entraîner à telle heure, comme ça. C'est plein de choses. La méthode. Oui, mais c'est leur montrer qu'on leur donne un nouveau cadre, qu'on le maîtrise et qu'eux ils vont pouvoir évoluer dedans, qu'ils vont aussi avoir le choix à un moment donné de choisir peut-être entre ça et ça. Il y a des fois il n'y a pas de choix parce que c'est intangible, c'est comme ça. Et il y a des fois, les consulter aussi, leur dire voilà, option A ou option B, qui au final est souvent peut-être aussi la même option, mais comme elle est habillée différemment, voilà. Mais il y a donc des choses. Parfois on est un peu directif et parfois on est un peu participatif. Il faut être participatif quand même dans ce cas-là. Mais c'est aussi une façon de manager aujourd'hui les joueurs, enfin c'est une tendance? C'est des phases. C'est des phases. Souvent quand vous gagnez. Enfin, moi, je pense que gagner appelle aussi une forme de vigilance beaucoup plus importante parce que quand ça s'arrête, souvent le joueur ne comprend pas pourquoi ça s'arrête. Et souvent, la première chose qu'il fait, mais si on ne gagne plus, c'est que bon, les entraînements, ça ne va pas, le discours ne passe plus. Mais je crois que ça va au-delà de ces paramètres aujourd'hui. Mais le fonctionnement aujourd'hui fait que on ne peut pas remettre en cause un groupe de 40 joueurs. On peut remettre un staff en cause, un manager, c'est moins de personnes. Voilà.
Donc il faut bien scinder les choses et surtout être très vigilant. Et alors, le deuxième cas, c'est quand vous enchaînez les défaites. Là, les semaines démarrent de plus en plus tard parce que le lundi, les jours, c'est compliqué, le mardi, le mercredi. Et là, il faut les rattraper, leur montrer les choses qui ont fonctionné, qu'on a validées, les choses qui n'ont pas fonctionné, et leur dire voilà, on va remettre beaucoup de focus sur ça, ça va passer le prochain match. Le discours est très important à chaud, même le vestiaire, même s'il y a beaucoup de frustration. Moi, ce que j'ai ressenti souvent cette saison, surtout dans ces séries où on a perdu beaucoup de matchs, moi c'était de la colère, mais de la colère, il y a plusieurs formes de colère. La colère envers les joueurs, quand les joueurs sont pas dans la plaque, colère envers le staff, colère envers soi-même parce qu'on se dit on a manqué un truc. Mais le plus souvent, j'ai ressenti de la colère pour eux parce qu'ils y ont mis beaucoup dans un contexte dur. Et il nous a manqué à chaque fois les 5 dernières minutes, la réussite, le geste technique qui nous aurait permis de basculer. Mais il y a eu 4-5 matchs comme ça. Donc, et cette colère-là, je l'ai souvent absorbée, lissée, pour ne pas les impacter. Elle n'était pas contre eux, elle était justement sur une forme un peu, entre guillemets, d'injustice. Mais dans les dispositions où ils étaient, je pense qu'il aurait pris contre eux. Voilà. Donc c'est pour ça, ça a été une saison hyper riche en émotions, en dramaturgie, en vécu, en plein de choses. On apprend sur soi-même, on apprend encore plus sur les autres, mais on apprend beaucoup sur soi-même. Et humainement, par rapport à l'échange avec les joueurs, parce que finalement c'est ça, on va dire, le cœur même de ton métier, c'est de nouer des liens avec des joueurs et d'arriver à leur transmettre quelque chose. C'est fort, il en reste quelque chose d'une saison comme ça? Là, à chaud de suite, non. Il faut attendre. Je pense que je leur ai dit un truc avant le match. J'ai dit après ce match, ce groupe deviendra une équipe. Et je leur ai dit 2 choses. Je leur ai dit ça la veille. Et le briefing d'avant-match, je leur ai dit une fois que vous allez commencer, ne vous arrêtez pas. Parce qu'on s'est souvent arrêté toute la saison à 5-10 minutes de la fin. On a lâché. Et là, on a gagné sur les 5 dernières minutes. On a fait une très grosse entame. Après, on a perdu le fil de par notre indiscipline sur ce match d'Access. Et puis, les 10 dernières minutes, on a eu un côté qui est de l'équipe qu'on n'a pas vu de toute la saison, c'est-à-dire une résilience et une capacité à vouloir dire stop et inverser le cours de l'histoire. Quand le match est terminé, tu n'as eu quasiment aucune réaction. Pas de joie. Enfin, je veux dire, c'était une maîtrise voulue ou parce que tu savais qu'il t'attendait quelque chose pas forcément positif derrière ou... Non, c'est pas quelque chose de pas positif. Je le prends pas comme ça, je le prends... avant, je l'aurais pris. Le fait qu'il n'y ait pas de suite. Non, mais je le savais très tôt, je le savais quasiment en venant. Donc, parce qu'il y avait un accord bilatéral des deux parties déjà dans le contrat. Et puis je crois qu'aujourd'hui, s'engager longue durée dans un club, ça veut dire quelque chose. On ne peut pas dire je m'engage juste pour un contrat, pour une sécurité. Non, je ne fonctionne pas comme ça et je ne fonctionnerai jamais comme ça. Mais non, il fallait donner aussi... vous savez, les joueurs, ils se calent sur ce qu'ils voient. La maîtrise des émotions était essentielle sur ce match parce que c'est des matchs il faut les vivre. Hein. J'avais échangé avec quelques entraîneurs qu'il avait vécu avec Brive à l'époque, avec Yannick Bru qu'il a vécu dans une dramaturgie sur un derby, un truc. Là, on n'est plus dans l'irrationnel, on est dans le paranormal. Et j'avais échangé le matin du match avec lui. Et dans l'échange comme ça, sur le partage d'expérience, on se dit ouais, là, va falloir réagir comme ça, là, comme ça. C'est pas à l'inverse de sa personnalité, parce qu'après, quand il y a le coup de sifflet final que je rentre au vestiaire, voilà, on craque, on évacue, on est content, on est content pour ses proches, pour les gens qui vous aiment parce qu'ils souffrent avec vous, on est content après pour le club, pour les joueurs, on est fiers parce que même si c'est Montpellier le plus gros budget du top 14, un des plus gros contre un club de Pro D2, le sport ça reste sport, on le voit en football, sur le format Coupe de France, parce que l'Access c'est un format Coupe de France en fait. Vous gagnez, vous pouvez perdre contre une équipe de division inférieure, et puis voilà. Donc non, beaucoup de fierté, et surtout content d'avoir maîtrisé un contexte qui était plus qu'explosif.
autour du club et des fois à l'intérieur. Et dans la hiérarchie des différentes émotions que tu as vécues depuis que tu as commencé ce métier en 2009, Racing avec les Espoirs, La Rochelle, puis Toulon, puis Brive, tu le classes où? Moi, je le classe comme j'ai connu la montée avec La Rochelle. Alors quand vous montez, vous vous dites putain, c'est un truc de fou, mais les emmerdes commencent. Et j'ai vécu le maintien avec La Rochelle pendant 2 saisons avant de jouer le titre, chose que n'avait jamais fait le club. Et ouais, j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire un énorme soulagement, mais comme je dis, tout un écosystème, c'est-à-dire la première chose, le club, on se dit la responsabilité, parce que nous, on est les acteurs principaux, mais il y a ceux qui sont dans l'arrière-boutique, les salariés. Moi, j'ai vu des salariés toute la semaine être blancs comme le mur. Je les ai vus au match, le président, les partenaires, les supporters. Il y a un truc de me dire, si ça ne le fait pas, on va plonger tout un club, toute une ville dans un marasme qui va être terrible. Donc, ouais, il y a une forme de soulagement et la fierté, elle est là. Elle n'est pas sportive, elle est là humainement. Bon, je peux quand même raconter cette anecdote quand on s'est retrouvés tout à l'heure. Il y a un Montpellierin qui s'est arrêté en voiture au niveau de ta voiture, qui t'a remercié, qui a voulu te parler, et t'a dit merci. Et toi, tu pensais que c'était pour que tu lui laisses la place de stationnement. C'est un truc improbable. Quand vous marchez à Montpellier, vous êtes relativement tranquille. Donc, oui, effectivement, je te récupère à la gare et ce mec s'arrête en bagnole et me dit baisse la vitre, merci. Je réponds merci, pourquoi? Vous voulez la place? Ah, non, merci pour le match. Mais j'ai vu que ça t'a fait rire toi aussi. Oui. Puis ça a continué quand on est arrivé là, je suis un peu interpellé. Mais ouais, on fait peut-être ça pour ça, mais c'est surprenant, ouais. C'est surprenant. Tu étais surpris qu'on te remercie, mais ça prouve quand même que ça a une importance. Bah, ça prouve que ce match avait un peu d'enjeu. C'est surtout ça. Oui, mais dans un écosystème un peu particulier, finalement, voilà, ça compte. Ce métier, il fait vieillir plus vite que les autres ou pas? Ouais, il est accélérateur, ouais. Ouais, il est accélérateur parce qu'il est H24, il est 7/7, il est 365 jours par an, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas, puis en fait, on s'arrête. Enfin, moi, j'y arrive pas à déconnecter, même quand il y a un demi-break. Comme on peut dire, ces 4 semaines qu'il y a dans une intersaison à chaque fois, pour le staff, pour les joueurs, il y a trop de trucs, j'arrive pas à déconnecter, c'est 4-5 jours, mais après, je reconnecte. Quand tu veux dire reconnecter, ça veut dire regarder des matchs, appeler des agents? Non, c'est-à-dire tout, préparer, anticiper, essayer de décrire l'histoire de la saison d'après, comment embarquer les mecs, plein de choses. Alors, il y a 4-5 jours où on a besoin de couper, mais moi je trouve qu'après, voilà. Et malheureusement, le seul moment où, quand on coupe, c'est quand on y est contraint, qu'une aventure s'arrête. Et quelque part, c'est là, quand ça s'arrête, qu'on se dit, mais putain, j'aurais dû aller voir autre chose ailleurs avant. Et c'est là qu'on prend, j'ai envie de dire, des bouffées d'oxygène, c'est là qu'on prend aussi, qu'on confronte ses idées quand on est invité dans des clubs, quand on voyage, quand on va voir ce qui se passe à l'étranger. Et là, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais parce qu'on ne peut pas le faire avant. Et puis, ce partage d'expérience, cette mise en confrontation d'idées, de vivre des choses avec d'autres personnes, d'être invité dans un stade, de vivre le quotidien, de vivre un match, de vivre une semaine d'entraînement, vous avez accès à tout. En termes de compétences, ça n'a pas de prix. Se ressourcer, se nourrir. Oui, c'est ça. Pour écrire une histoire, parce que peut-être tu as prononcé le mot, voilà, c'est comme ça quand on arrive dans un club, on est obligé d'écrire une histoire quand on est manager. Il faut arriver avec, entre guillemets, marketer son... c'est pas marketer, c'est raconter quelque chose en gros. Un storytelling, non? Comment c'est? Je sais pas le nom en anglais. Non, mais c'est dire aux mecs, dire aux joueurs, parce qu'on s'adresse à des joueurs, mais on s'adresse à des mecs aussi. Les gars, regardez, en fait, on donne une tendance, et puis il faut qu'ils soient acteurs du truc. Et là, on met des choses au fur et à mesure. On n'écrit pas le scénario, on donne une idée de scénario et eux l'écrivent.
Mais on donne une thématique. On donne une thématique, voilà. Et là, par exemple, Montpellier, c'était quoi quand tu les as mobilisés sur quelle thématique? Non, ça a été se retrouver sur l'ADN qui a toujours été le club, c'est-à-dire une conquête féroce. Mais ça se fait souvent en début de saison, le vrai truc. Quand c'est en cours de saison, il faut qu'on trouve une accroche. C'était une conquête féroce, l'ADN de Montpellier, une défense très agressive et une attaque qui était clinique et qui, moi j'ai cette image-là de Montpellier parce que j'ai préparé pendant 10 ans des matchs contre eux, que ce soit l'ère Jack White, Van Cotter, Garbajosa, Saint-André, puisque j'ai joué avec Brive en top 14 aussi. Donc voilà, leur dire, écoutez, on va revenir, la première chose, c'est on va être Montpellier, et puis en étant Montpellier, après on va essayer d'aller chercher autre chose. C'est surtout ça. Mais c'est totalement différent que quand vous arrivez en cours de saison, en début de saison, où vous démarrez votre pré-saison, où là, tout le monde est acteur du truc et en fait c'est un scénario que vous écrivez à plusieurs mains. C'est le début de saison qui sert à écrire justement on fixe ensemble les objectifs. Mais tout se joue beaucoup à la pré-saison. C'est-à-dire, non pas qu'une saison elle se gagne là, parce qu'une bonne pré-saison n'est pas gage d'une saison réussie. Par contre, une pré-saison manquée, c'est gage d'une saison manquée. D'accord. C'est un peu comme en politique, les 100 premiers jours. C'est les 3 premiers mois, il ne faut pas se tromper. Justement, c'est l'histoire la plus belle que tu as écrite, c'est laquelle? C'est La Rochelle? Parce que tu es quand même aussi arrivé dans un club qui avait une forte identité, quand même La Rochelle, enfin en tout cas qui était ancré dans son territoire, qui avait une histoire, qui avait un public. Et comment tu as réussi c'est ça, on va dire, ton meilleur souvenir ou ton meilleur exemple à nous donner sur ça? C'est pas un exemple, c'est en fait chaque chose apporte un lot de satisfaction, de frustration, de colère, de plein de choses. Je ne suis pas pour occulter chaque expérience parce qu'elles font en sorte de... Il ne faut surtout pas refaire la même chose parce que je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Ce qui a marché à La Rochelle n'a pas marché à Toulon. Ce que j'ai fait à Toulon, je l'ai plus refait ailleurs. J'ai fonctionné différemment, mais La Rochelle, oui, c'était un club historique du rugby français, mais très peu habitué à l'élite. Quand je dis l'élite, entre guillemets, c'est le top 14. Des ascenseurs souvent, beaucoup plus ancré dans le paysage historique que vraiment jouer aujourd'hui le titre quand on voit La Rochelle aujourd'hui. Et La Rochelle, c'est le point de départ d'une génération un peu hors norme, c'est-à-dire des joueurs que personne ne connaît, incarnés par Winnie Antonio, qui deviennent internationaux. Mais des exemples comme ça à La Rochelle, il y en a des joueurs hors normes, les Lebs Botia qui débarquent, que personne ne connaît, qui deviennent des meilleurs joueurs du top 14, des All Blacks qui arrivent, Vito, Carbarlo, des joueurs clubs comme Romain Sazi qui portent et qui incarnent le club et le quotidien, des Kevin Courdon qui arrivent des espoirs, qui 2 ans après, 3 ans après sont internationaux. Des exemples comme ça a été ça. Et ça a été 2 ans de maintien, 3 ans pour monter, 2 ans de maintien. Et puis jusqu'à une première place du top 14, qualifié directement en demi sur un match au Vélodrome contre Toulon. Où là, le club se dit mais on va peut-être être champion de France. Mais vous l'aurez dit quand je suis arrivé en 2000, je me souviens plus. 2011, non? 2011, c'était surtout pas le discours qu'il y avait en interne. Mais il y avait une stratégie. Il y a un trio qui est hyper important, c'est-à-dire c'est le manager, c'est le directeur général, c'est le président. Il faut qu'il y ait une triangulation. Quand vous l'avez chopé, cette triangulation, sur beaucoup de choses, sur l'aspect vision, sur l'aspect manière de vivre le club, c'est-à-dire le club est là, demain il sera là, après-demain il sera là, après-demain il sera là-bas, dans 2 ans, 3 ans. Je pense que ça a été la force de ce club et peut-être de ces gens qu'on fait ce trio. Vincent Merlin, Pierre Vénère. Pierre Vénère, ouais. Et, qui sont toujours à La Rochelle. C'est un regret de les avoir quittés ou c'était quoi? C'était en 2018? Non, mais enfin, je veux dire, si, je regrette jamais les choses. On va pas refaire l'histoire. Non, c'est pas non parce que ça, je regrette.
savez, moi, j'aime pas regarder derrière. Je trouve que quand on regarde derrière, on n'avance plus. Puis ce qui a été fait, on ne peut pas vous l'enlever. Hein. Donc oui, non, pas de regret. Pas de regret parce que j'étais peut-être arrivé au bout du truc, dans des conditions particulières, mais ça a été mon choix. Hein. C'est surtout ça. Parce que j'aime bien décider. Et en l'occurrence, là, pour le compte, il y a des fois on subit quand on fait ce métier. Mais en l'occurrence, là, c'est moi qui avais décidé. Donc, à la surprise de beaucoup de gens. Voilà. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai décidé. Oui, non, mais c'était le sens de la question. Parce qu'en fait, tout semblait justement, il y avait l'unité du trio. Il y avait des résultats, etc. Et au final, voilà, il y a eu cette volonté. Pourquoi ? Parce que tu penses que l'entraîneur, il a une durée de vie limitée dans une organisation comme ça ou Non, mais il faut régénérer autour. Ou c'est l'entraîneur qui part, ou il y a des mouvements dans le staff. Plein de choses. C'est quoi la durée à peu près La durée, elle peut être courte, elle peut être longue. Moi, le plus bel exemple que j'ai vécu, mais j'étais de l'autre côté, j'étais en tant que joueur, c'était au Stade Toulousain. Sous les Araguinoès, il a fait 20 ans, hein, Guy. Mais il y avait 4-5 ans, comme le vestiaire, mais comme dans le staff, il y avait une régénération permanente. Toujours avec des joueurs qu'on portait le maillot, qu'on entraînait. Mais Toulouse, c'est un modèle qui n'est pas duplicable, qu'on ne peut pas copier, qu'on ne peut pas s'appliquer. C'est là que tout le monde se trompe. Toulouse, il y a 2 siècles, c'est plus de 100 ans d'histoire comme ça, de fonctionnement. Tout le monde aujourd'hui veut s'en inspirer, veut les copier, mais je crois que chaque club doit avoir son identité propre. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui. Peut-être que La Rochelle, dans un modèle économique un peu atypique, dans une région où finalement il n'y a pas de rugby autour, mais où les gens font 300 bornes pour venir voir un match, où le stade est à guichet fermé depuis X années, et ils en sont à une centaine de guichets fermés, c'est qu'ils n'ont pas copié, ils ont copié personne, ils sont restés eux-mêmes, ils se sont ouverts à l'extérieur, mais ça, comme j'ai dit, c'est des stratégies sportives, des stratégies de développement, et ils ont fédéré. Et aujourd'hui, les clubs qui fonctionnent, c'est ces clubs-là. Ce n'est pas les clubs qui essayent de faire comme les autres. Est-ce qu'on le sent, ça, quand on arrive dans un club, que l'identité est là, que le positionnement est bon, que la stratégie est bonne On sent très vite, le mood, pour parler comme les jeunes d'un club. On sent très vite l'instabilité, comme on sent très vite si l'institution est au centre de tout, on sent très vite si l'institution n'est pas au centre du truc et que c'est d'autres choses qui contrôlent l'institution, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner, mais il y en a qu'un qui gagne à la fin. Qui plus est, c'est souvent le même en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères club. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier en fait ? C'est l'aspect terrain, l'aspect business. Enfin, c'est quoi le plaisir que tu as C'est multifactoriel. Alors, on peut très bien avoir l'image de quelqu'un pas très avenant au premier abord, mais j'aime discuter avec les gens. J'aime échanger. Il y a plusieurs côtés. Il y a l'aspect technique. Parce qu'au départ, j'ai commencé par le centre de formation, par être entraîneur des avants. Et quand on est manager, on a de moins en moins accès à ça parce qu'on a d'autres responsabilités. Il y a des spécialistes, il y a des spécialistes pour tout. Moi, quand j'ai commencé à La Rochelle, on était 2 et un prépa. Et un analyste, ça fait 4 personnes. Et un kiné et demi. C'est-à-dire un kiné à plein temps et à moitié. Aujourd'hui, un staff, c'est 20 personnes, à minima, dans n'importe quelle structure, et ça monte jusqu'à 25, 27, 28 personnes. Donc c'est colossal. Et aujourd'hui, oui, l'aspect technique, j'y suis sur le terrain. Je peux, par moment, me mettre dans le truc, sur du jeu d'avance, sur du collectif. Mais après, il faut systématiquement reprendre de la hauteur sur certaines choses et gérer des paramètres qui sont plus larges que le terrain. Et on a accès à des choses qui sont hyper
hyper enrichissante. Vous rencontrez des gens, voilà, l'écosystème, les agents, une négociation de contrat, des partenaires, des chefs d'entreprise, des patrons du CAC 40. C'est une des particularités du rugby, c'est-à-dire il y a différentes classes, il y a différents trucs, et vous mettez tout en même temps et vous pouvez avoir accès à tout, quoi. C'est être au centre de tout. L'échec qui t'a marqué, t'as eu des échecs? L'échec qui m'a marqué en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est lequel? Est-ce que si tu dois en citer un? Non, qu'est-ce qu'un échec? Quand on entraîne le mec qui gagne H24, il y en a combien, quoi? On veut tous gagner. Quand vous faites ce métier, vous êtes animé par une chose, c'est la gagne. Franchement, j'ai jamais commencé une saison, même à La Rochelle, en jouant le maintien, en me disant on va jouer le maintien. C'est des mots que j'ai jamais employés. J'ai dit on va jouer le titre. Les mecs m'ont regardé, me disaient mais il est fou. À Brive, je suis arrivé, pendant un an, j'ai jamais parlé de mon maintien. Voilà, là à Montpellier, j'ai un peu plus employé sur la fin parce que j'ai senti aussi qu'on allait y aller. Donc voilà, je crois que l'échec, alors échec ou regret? Ça, je te laisse nous expliquer la différence. Non, l'échec, ça peut être Toulon peut-être. Voilà, moi, même certainement parce que je pense que la transition de La Rochelle à Toulon, j'ai pas pris le temps. Je suis parti sur un coup de tête. Un mois après, le président de Toulon, Mourad Boudjelal, m'appelle, alors que je suis parti très jeune de Toulon. Je sais pas si j'avais envie de voir autre chose déjà en tant que joueur, même en tant qu'entraîneur, plein de choses. Et il m'appelle, il me dit, même si ça ne correspond pas à ce que peut-être ce que je prône, ce que je défends, la première chose que je me dis, je vais y aller, je vais changer les choses. Et là, j'ai très vite compris que j'allais pas changer, c'était à moi de m'adapter. Et c'est la chose que j'ai pas su faire dans un contexte plus qu'explosif, où j'ai mené des combats, mais ils étaient écrits et perdus d'avance. C'est quel genre? Mais plein de choses, rentrer, que ce soit les médias, pas assez de prendre de temps pour minimiser l'impact que peut avoir, on en revient toujours à ça, l'écosystème, les supporters, l'image qu'on donne, qu'on véhicule, surtout dans un club où la pression elle est démultipliée, parce que le club, parce que la région, parce que le président, mais bizarrement... Parce que Toulon. Oui. Mais bizarrement, finalement, avec la personne avec qui ça a fonctionné tous les deux, alors que on est à l'opposé, c'est le président, c'est Mourad Boudjelal. J'ai jamais eu un acte de sa part en ma défaveur. Mais alors même si on est opposé sur beaucoup de choses, on se rejoint aussi parce qu'on est peut-être des excessifs et voilà, on n'aime pas quand c'est lisse. Après, il est arrivé le président Lemaître. J'ai connu une présidence à deux têtes un peu avec Mourad, avec monsieur Lemaître. Très vite, j'ai compris que... C'était pas le même style. Non, mais ça, c'est antinomique, mais ça peut être complémentaire. Après, j'ai connu que la présidence sous Bernard Lemaître, qui est un homme pour moi hors norme. Mais comme Mourad Boudjelal a un côté créatif et visionnaire hors norme. Il a montré d'ailleurs. Et en fait, avec eux, ça a fonctionné. Et moi, je pensais que ça suffisait, mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut maîtriser beaucoup plus de choses, il faut s'ouvrir à beaucoup plus de choses, et il faut se battre contre moins de choses parce que c'est perdu d'avance. Voilà. Donc Toulon peut-être, mais comme j'ai dit, est-ce que c'était le bon moment pour y aller? Après coup, je ne regrette pas. Moi, je le prends comme quelque chose, un step, parce que faire 4 ans à Toulon, parce que j'ai fait 8 ans à La Rochelle, 4 ans à Toulon, on est déjà à 12 ans.
dans le métier d'entraîneur, faire des longs trucs comme ça, c'est plutôt rare. Mais 4 ans à Toulon, on est à la frontière. Même quand on est de Toulon. Pire. Tu crois qu'on a été plus exigeant avec toi Non. Parce que quand on est de Toulon, en fait, vous avez grandi là-bas, vous êtes né là-bas, vous connaissez, donc vous faites attention à tout. Non, au contraire, moi je trouve qu'on a été même indulgent. Par moments, voilà, pour moi, j'aurais vraiment dû faire différemment. Parce qu'un entraîneur étranger, il va à Toulon, finalement, le contexte, le microcosme, les mentalités, le mec, il est factuel, il arrive, il entraîne l'équipe et il ne prend pas cette pression. Une personne qui connaît le contexte, qui est née là-bas, qui connaît les gens, qui connaît les réactions des gens, quand il va dire un mot, les proportions que ça va prendre, et ainsi de suite, lui, moi je trouve qu'il part avec un handicap, parce qu'il faut absorber tout ça, quoi. Donc ça c'est le regret, entre guillemets, échec. La plus belle réussite? La plus belle réussite... Ouais, c'est peut-être, comme je l'ai dit, d'avoir dit aux gens à La Rochelle, on sera champion de France et on jouera un titre un jour. On s'est arrêté en sur la première demi-finale de l'histoire du club contre Toulon au Vélodrome dans une dramaturgie. 2017. 2017, ouais. Après une saison où on caracole en tête, on a 10 victoires à l'extérieur, on finit premier, avec un groupe finalement de mecs qui sont partis de Pro D2, quoi. Avec un ou deux joueurs en plus, des extraballes, des joueurs, voilà, il y avait Victor Vito, mais avec des joueurs qui découvraient ça. Et cette demi-finale perdue comme ça, ouais, ça reste un souvenir fort, mais un truc où on se dit, voilà, c'était peut-être cette année-là, c'était peut-être, je trouve que c'est, quand on le prend comme ça, c'est une histoire qui est fantastique, avec une fin, une dramaturgie, on peut faire un film de ça, ouais. On va faire un petit questionnaire quand même, parce que là c'est vraiment qu'on discute, tu vois, j'en ai perdu le fil. C'est un questionnaire manager, le meilleur manager, en tout cas celui qui t'a marqué. Alors quand j'étais joueur ? Ouais, joueur. Ah, je crois que là, j'en ai eu plusieurs. Allez, si je suis factuel, parce que Toulouse m'a marqué en général. Parce que c'était l'ère Guinoves et j'y joue 3 ans. En 3 ans, et on fait quand même 4 finales, quoi. Quand vous signez à Toulouse, potentiellement, après il faut y jouer, hein. Signer, c'est une chose. Déjà, il faut qu'il vous appelle. Moi, j'ai été marqué par ce club, parce qu'il est totalement... les gens pensent mais il y a une manière de vivre le club qui est différente. Et oui, là, j'ai connu l'ère Guinoves, parce que avec beaucoup d'internationaux qui partent pendant les doublons, qui reviennent, et l'approche des échéances et cette soif de gagner. Voilà. Après, on prend beaucoup de choses chez toutes les personnes. J'ai pas eu de mauvais manager. Je crois que j'ai eu de la chance, j'ai été chanceux. C'est plutôt eux, des fois, qui n'ont pas eu de chance avec moi, parce que j'étais un peu con. Tiens, la plus forte personnalité avec qui tu as travaillé en tant que manager ou entraîneur? Je vais prendre peut-être la dernière en date, Bernard, peut-être, Laporte. Même si j'ai travaillé, comme j'ai dit, avec des personnalités un peu hors normes. Je vais prendre peut-être la plus récente, parce que ça s'est arrêté il y a 3 jours. Par le cursus, par le point de départ peut-être de la personne, de là où il est arrivé. Après, on peut tout dire, la manière, pas la manière, la personnalité, du pourquoi, du comment. Si je suis factuel, ouais, je veux dire la dernière en date, c'est une personnalité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité Toulouse, j'ai cité Guinoves, mais on croise des personnalités, oui. Ouais, on en croise beaucoup. Le plus passionné? C'est peut-être un président, ouais.
c'est peut-être un président. C'est peut-être un président en fait, qui a connu le club en tant que joueur et qui a été président d'un seul club, ouais, peut-être. Ouais. Président de La Rochelle, Vincent Merlin. Le meilleur technicien? Waouh. Je vais me faire des potes là. Bon, tu peux avoir un joker, hein, mais bon. Le meilleur technicien. Qu'est-ce qu'un bon technicien? Est-ce que c'est celui qui gagne? J'ai du mal avec ça parce que ça veut dire quoi? Mais comme j'ai dit, il n'y en a qu'un qui gagne. Non, mais au-delà de la victoire, celui qui est peut-être celui qui. Alors, je précisais la mais question. C'est quoi un bon technicien? Le technicien, c'est celui qui t'a surpris par la qualité des exercices qu'il a mis ou des séances, sa variété, sa façon de se renouveler, des choses que tu n'avais peut-être pas vues, qui t'ont surprise. Allez, je ne vais pas me fâcher avec. Parce que malgré ce que les gens pensent, j'ai beaucoup d'amis dans le rugby de ce côté-là. Non, j'ai vu un technicien, une personnalité qui m'a interpellé, c'est Eddie Jones. Ouais. J'ai eu la chance de le côtoyer. Et j'ai été interpellé parce qu'en fait, il conçoit le rugby comme une bataille navale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des coups d'avance et prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Hein. Attention, il y a des fois... Ouais. Le ballon est ovale. Le ballon est ovale et on se fait torpiller. Mais j'ai trouvé un degré d'anticipation, un degré de détail qui m'a marqué. Ouais. Qui m'a marqué. Le meilleur meneur d'hommes que tu as croisé? Alors je vais prendre un contre-pied. Je ne vais pas parler d'un entraîneur. Je ne vais pas parler d'un joueur avec qui j'ai joué. Je vais parler d'un joueur que j'ai entraîné. Et je l'ai entraîné que 9 mois. Parce que j'ai découvert un mec hors norme humainement et d'une éthique morale hors norme. Je veux dire Saïd Iresh, qui a fait toute sa carrière quasiment à Brive, Aurillac, Stade Français Brive, qui est un joueur méconnu du grand public, mais qui aurait pu jouer dans n'importe quel gros club du top 14. Et ouais, il m'a frappé. J'ai rarement vu un mec au service d'un collectif, au service d'une institution et une capacité à fédérer. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans le rugby. Ouais. Question qui va te plaire. L'entraîneur que tu as préféré oublier? Putain, c'est chaud ça. Alors je vais répondre à ta question. Dans le bon et dans le mauvais, on n'oublie jamais. Donc j'ai oublié personne. Je n'ai oublié personne. Bon, ok, tu t'en sors. L'entraîneur que tu aurais aimé avoir? Quoi, rugby? Où tu veux. Ah, moi, je suis très Pep Guardiola. Moi. Je trouve qu'il y a un truc. Je regarde beaucoup de sport. J'aime le foot. Je suis ouais. Il y a Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, ouais, qui sont des mecs pour moi alors tout le monde dit ils sont dans des clubs. Ouais, mais moi je veux bien, mais il faut les gérer les mecs. Donc je pense qu'ils ont un truc en plus. La phrase, la devise d'un manager qui t'a marqué? Est-ce qu'il va se reconnaître? Isolez-vous à plusieurs. Ne vous isolez pas tout seul. Je vois Tu connais celui-là, non? Tu le connais? Donc ça, c'était plutôt à Bègle. Bègle, hein? Pas UBB. Ouais, Bègle. Avec des petits damiers. Voilà. Et c'était, je pense, Zaza Pédemé. Voilà. Un discours d'avant-match que tu aurais encore en tête? Un truc qui t'a marqué un moment ou, Je crois que c'est avant une finale de Coupe d'Europe contre les Wasps avec Toulouse. 2004. Qu'on perd dans les arrêts de jeu, sur un fait de jeu improbable. Et là, à cette époque-là, les Wasps, ils roulaient sur la terre entière, mais par contre, ils ne nous ont pas roulé dessus. Mais à la fin, c'est eux qui ont gagné. Un bon match. Ça avait été, j'avais été. La semaine avait été, parce que les Wasps avaient un tel niveau à cette époque-là, que même Guy nous avait dit, je me demande comment on va faire pour les battre, mais en fait, en nous disant ça,
ils nous mettaient déjà en tête qu'on allait les battre. Et vous piquez un peu. L'entraîneur en chef du rugby d'aujourd'hui, pour qui t'aimerais redescendre adjoint? Voilà. Avec qui, en gros, t'aimerais être le second de qui? Putain, c'est chaud. Non, il y a des gens avec qui j'aimerais travailler. Yannick a un truc, Yannick Bru. J'ai joué avec et je trouve qu'il a un parcours d'entraîneur. Il a gagné beaucoup avec Toulouse. Ça a été compliqué en équipe de France. Il est parti en Pro D2. Il est remonté, il est redescendu, comme j'ai dit, sur un access. Et aujourd'hui, je trouve que Yannick a un truc. Et après, dans un style totalement différent, j'aime. Je suis assez. C'est pareil, tout le monde dit non, mais c'est facile quand il y a des bons joueurs. Oui. Moi, je trouve que la personnalité du Gomola au Stade Toulousain, ça match. Ouais, parce que c'était pas non plus évident de reprendre le flambeau après. Ben non, parce que Guinoves. Oui, parce que c'était pas évident, parce que vous passez derrière quelqu'un qui a beaucoup gagné, qui est resté là 20 ans. Et les débuts d'entraîneur d'Hugo sont. Voilà, mais comme quand on commence. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une forme aussi de. Au-delà qu'il ait des top joueurs, mais les top joueurs, il faut les faire jouer ensemble, il faut les faire marcher ensemble. Ouais, puis il faut toujours ce qu'il nous a raconté d'ailleurs, hein, sur cette même chaise, dans ce même format, où il nous a raconté que c'était pas évident d'activer. Non, mais les gens ne se rendent pas compte, les gens regardent c'est-à-dire sont factuels, ils disent ouais, Antoine Dupont, Romain Tamac, des internationaux, ouais, mais les mettre sur la même page et les faire aller dans la même direction quand les joueurs ont plusieurs, j'ai envie de dire, challenges en tête, c'est-à-dire un coup c'est l'équipe de France. Il y a aussi, comment dire, les projets perso de carrière, les faire réaccorder sur un laps de temps, switcher d'une compétition à une autre, équipe de France, club, comment dire, Coupe d'Europe finale, se qualifier pour les demi, faire des doublons avec une équipe, être compétitif et tout, ouais, chapeau. Ouais. Mais comme j'ai dit, ils seront toujours imités, mais ils ne seront pas égalés. Pourquoi il y a si peu de piliers entraîneurs? Il y en a moins que les talonneurs? Parce que les talonneurs ont tout pris. Mais il faut savoir qu'un talonneur sans un pilier, il n'existe pas. Donc c'est là que c'est terrible, parce que le talonneur passe pour la référence en termes de réflexion, de précision, parce qu'il n'aime pas cheval sur deux postes. Souvent on dit un talonneur, c'est un mec qui aurait pu jouer troisième ligne. Donc voilà, ils ont pris le monopole un peu du truc, et le pilier finalement c'est celui qui est responsable des basses besognes. Mais sans pilier, il n'y a pas de talonneur. Ah, c'est pas mal. Pourquoi tu as choisi le rugby toi en fait? Tu t'en souviens? J'ai failli switcher pour le foot à 14 ans, mais j'ai une anecdote de fou parce que moi j'étais pas comme ça. Hein. J'avais un léger embonpoint, mais pas autant. Non, à 14 ans, j'étais à la Seine, un club à côté de Toulon, où beaucoup de joueurs sont sortis de ce club-là, un club formateur vraiment avec une identité forte. Et je décide d'aller au foot, parce que j'en faisais beaucoup à l'école. J'aimais ça, et mon père me dit, écoute, si tu vas au foot, pas de souci, je vais te mener au Sporting à Toulon, qui était à l'époque en première division. Il m'a dit, tu vas pas aller dans un club de quartier, tu vas aller au Sporting. J'avais 14 ans, donc on arrive au Sporting, et sur le premier jour d'entraînement, et le mec il m'a dit, t'as déjà joué au foot? Je fais, non, je fais du rugby. Il m'a dit, ok, t'as quel âge? J'ai dit 14 ans, il m'a dit, parfait, dans ta catégorie d'âge, vous êtes 80, il y a 2 équipes. Là, mon père me regarde, me dit, tu veux toujours y aller? J'ai fait, ouais, non. Et puis j'ai été au RCT à 14 ans. Et je me demande si après coup, il n'avait pas casqué le mec pour que le mec me dise ça, mais il a eu raison. Comme quoi, on dit souvent, faut écouter ses parents. Donc on va dire l'entraîneur de foot t'a envoyé au rugby, d'une certaine manière. Voilà. Et le premier match en live que tu as vu, le premier événement sportif, ou je sais pas, dont tu te souviens? Très jeune, quand mon père entraînait
À l'époque, des petits clubs très jeunes, j'étais au rugby. Ouais, le premier match. Ton père entraînait au rugby? Ouais. Ah ouais, donc tu étais quand même. Ouais. Ouais, il y a 2 matchs. Le premier match, le tout premier, c'est un Toulon-Brive en 8e de finale, où Toulon perd 9-6 ou 9-3 à Brive. Et au match retour, il leur enfile 40. Je crois que c'est 85 peut-être. Je crois que c'est 85, donc j'ai 9 ans ou 10 ans. Cette année-là, Toulon, je crois qu'ils font la finale contre Toulouse. Ouais. Je crois que c'est ça. Et là, je vois un truc lunaire, Brive avec une équipe monstrueuse, les Joannel, tous les internationaux. Toulon avait été malmené là-bas, ils enfilent 40 et je vois un truc lunaire. Un coup d'envoi et Yvan Roux, deuxième ligne de Toulon, prend le ballon, traverse le terrain. Pour une deuxième ligne, à l'époque, il arrive sur l'arrière, qui était Didier Faugeron, avec qui j'en ai souvent parlé à Brive. Et il fait une passe à un mec, mais il fait une percée de 50 mètres. Et je me suis dit, waouh. Et puis après, il y a eu. C'est le premier événement que j'ai vu, truc. Et puis après, il y a eu un Toulon-Grenoble et un Toulon-Bègle. Ouais. Donc j'ai des bonnes refs. Ça dépend pour qui, hein, c'est toujours pareil. Et donc là, ça a été des déclics, voilà. Oui, des déclics et des marqués par des personnalités. Alors c'est marrant parce que quand vous êtes gamin, vous y allez à 9 ans, vous voyez les joueurs, puis je me suis retrouvé à 16, 17, 18 balais à être entraîné par ces mecs qui jouaient. Je pense à Bernard Herrero, Manu Diaz. Et putain, il y a ça brasse quand même, parce que vous les voyez gamins, et vous voyez, au-delà des personnalités, vous voyez, ça dégage une puissance, une sauvagerie qui est forte. Et puis un jour, vous les avez comme entraîneurs. Et en fait, quelque part, après, vous rentrez dans un process et un cursus qui est à vivre quand on est jeune, c'est sur des avant-matchs, sur des manières de parler à l'équipe et tout, ça marque, ouais, ça marque. T'as réussi ta carrière, toi, ou pas? De joueur? Ouais. Franchement, j'ai eu un luxe, c'est que j'ai joué dans les clubs que j'ai voulu. J'ai jamais été dans un club par défaut. J'ai voulu jouer à Toulon, j'ai joué à Toulon. Je suis parti jeune à Bègle, quand il y a eu une transition après 91, parce que j'avais pas envie de rester à Toulon. Donc j'ai choisi Bègle, j'y étais. J'ai voulu aller au Stade Français, j'y étais. J'ai voulu aller en Angleterre parce que j'avais envie de changer. Quand le championnat anglais était au top du top, voilà. J'ai connu un club hors norme dans l'identité, c'est Gloucester. À l'époque, c'était Philippe Saint-André, où j'ai passé 5 ans là-bas, je pense où j'ai joué mon meilleur rugby. J'ai voulu jouer à Toulouse. J'ai été à Toulouse, où là, ça a été... Toulouse, c'est quand même le club où j'ai toujours voulu jouer depuis le départ. Il m'avait contacté très jeune, mais j'y avais pas été. J'avais préféré revenir à Toulon. Et à Toulouse, voilà, c'est là aussi que j'ai eu des titres, que j'ai rencontré des joueurs hors normes rugbystiquement. Et vous avez un sentiment d'appartenance quand vous passez par Toulouse qui est très fort, ouais, très fort. Et j'ai fini ma carrière au Racing sur une montée Pro D2 top 14. Mais j'ai jamais été par défaut, j'ai toujours été pour un truc et je ne regrette pas d'avoir bougé. Même si aujourd'hui c'est de plus en plus rare que les joueurs restent dans le même club, mais je crois qu'on fait des rencontres, puis j'ai gagné en Angleterre, j'ai gagné quasiment dans tous les clubs où j'ai été. Donc si tu devais mettre une note à ta carrière de joueur? Je dirais un bon joueur de club. J'étais très club, j'étais pas très sélection, même si j'en ai eu. Allez, je dirais j'étais vraiment
J'étais club, je sais pas, je me régalais en club. En sélection, j'y allais, mais puis il y avait d'autres joueurs qui étaient supérieurs à moi. Je dirais aller un 14-15. Que j'ai pas eu à l'école, hein. D'accord. C'était moyenne. Au grand regret de mes parents. C'est aussi pour ça que tu as bougé parce que tu sentais qu'il fallait Ouais, apprendre et te nourrir de tout ça. Ouais, j'ai eu ce truc, je suis parti très jeune de Toulon, comme je l'ai dit, à 19 ans. Je signe à Bègle. Je me souviendrai toujours, dans le stade Jean-Bouin, après une petite finale. À l'époque, il y avait les petites finales en ouverture de top 14. On joue contre Agen et la finale, c'est le Grenoble-Castres. Et que c'était litigieux. Et à la fin du match, j'avais eu un coup de fil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables. Et je signe avec les frères Moga dans la tribune à Jean-Bouin. Je le dis pas à mon père, je le dis qu'après coup, je pars de la maison, j'ai 19 ans. J'arrive à Bègle, c'est la fin des Rapetou, ils sont partis. C'est Christian Lanta qui est entraîneur. Je suis un jeune joueur, mais je me retrouve avec des Bertosa, des Moujou, des Alibert, des Courciols, des Conchi, des Vergers. Je me retrouve au milieu de ces mecs-là et j'arrive, on me dit tu pars en Afrique du Sud en tournée. 15 jours. Bon, pendant 15 jours, ils n'ont pas entendu le son de ma voix. J'ai parlé à personne. Et là, les mecs, j'ai 19 barreaux, quoi. Et très vite sur le terrain, il faut montrer que vous êtes venu là pour jouer. Et j'ai été bien accueilli par ces mecs-là. J'ai fait un bout de carrière avec eux. Et c'est des mecs qui m'ont toujours accompagné, pour qui j'ai un immense respect. Et ils ont un immense respect, je pense, aussi pour moi, parce que quand je les revois, puis c'est arrivé à Bordeaux, on s'émancipe. Je rencontre une personne comme Michel Maillet qui me prend sous son truc, et puis on crée des liens pour la vie. Ouais, éducateur emblématique de Bègle. Tu parlais du foot. On va parler de sport et d'autres sports, parce qu'il va y avoir quand même les JO à Paris. Ouais. On va faire un petit questionnaire olympique. Si tu devais retenir une discipline olympique, toi, tu étais friand des Jeux ? Ouais, je regardais certaines. Alors moi, j'ai en mémoire, parce que comme j'ai dit, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de foot. 84, Los Angeles, le foot. C'est ça, ils sont. Ouais, champion olympique. Ouais, j'ai quelques noms en tête. Xuyared. On a les mêmes rêves, putain. C'est parce qu'il avait la même coupe de cheveux que toi, peut-être. Mais avec sa moustache. Ouais, ça m'a marqué. 84 m'a marqué par le foot comme ça. Sur cette médaille qu'il gagne, c'est une des premières. Puis après, je regarde plus. Ça m'arrive de regarder le sport individuel parce que je trouve qu'il y a sur l'athlète, je trouve qu'il y a un dépassement de soi. Je regarde le judo. J'ai eu la chance cette année de croiser David Douillet qui est venu nous voir au Yonax parce qu'il connaissait bien Bernard Laporte. Et putain, je l'ai vu rentrer dans le vestiaire. Je me suis dit, wow, cette caisse, quoi. Et quand on prend la carrière de David Douillet, putain, c'est. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ces sports individuels où en fait ils s'entraînent pour eux. Ils s'entraînent pas pour une équipe ou pour une institution. Ils s'entraînent pour eux et je trouve qu'ils ont une résilience et une. Je suis admiratif de ça parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être un peu plus maintenant, mais ils n'ont pas les moyens qu'on peut avoir quand on a un sport collectif. Et quand on fait un sport collectif, on peut toujours se réfugier derrière quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vous tend la main quand ça ne va pas pendant un match et tout. Il y a le pote d'à côté qui récupère la connerie. Eux c'est un one-shot. C'est 4 ans de prépa pour arriver pour une 30 sur le tatami ou 2 minutes, ou sur un 100 mètres, pas faire un faux départ. Je trouve qu'ils ont une résilience et une croyance en eux qui est hors norme. David Douillet, médaille de bronze à Barcelone, champion olympique à Atlanta, champion olympique à comme Sydney. Teddy Riner, pareil. Ouais, c'est incroyable. Une championne ? Une championne, moi j'ai connu les années Marie-Josée Pérec, ouais. Ouais, c'est un peu hors norme. Ce qu'elle a fait. Ouais, pareil. Ouais, c'est parce que je trouve que sur les Olympiades et tout ça, elle a toujours été là. Ouais. Une épreuve dont tu es le seul à avoir le souvenir.
Une épreuve. Une épreuve putain, où, à un moment, hein. C'est quels Jeux olympiques où il y a ce nageur. Moussa Mbani. Ouais. Je crois que c'est à Sydney, non? C'est à Sydney. Sydney C'est ou pas Athènes. Ou peut-être Athènes, ouais. Waouh. Waouh. Nageur africain qui, du coup, arrive. Mais je trouve que dans l'instant T, ça peut être marrant, mais je trouve que c'est un symbole qui traversera le temps. Le temps et je pense les décennies et je pense les siècles. Je trouve que c'est des symboles. Ouais. Si tu devais retenir une remise de médaille, ou un moment, un podium, ou une émotion. Ouais, comme j'ai dit, lorsque David Douillet est champion, je crois qu'il a un accident dans l'année de moto, il ne sait pas s'il va faire les Jeux. Et je crois que c'est Thierry Rey qui est le commentaire. Oui. Et je crois qu'ils sont potes. Et il craque littéralement parce que je pense qu'il y a un lien d'amitié qui est fort et c'est des mecs qui font le même sport donc ils savent les sacrifices et ouais ça m'avait marqué puis je l'avais entendu il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est un moment fort des jeux, cette connexion qu'il peut y avoir entre deux personnes. J'ai été marqué par les joueurs de hand. La bande Costantini. Les Barjot 92 ou après Non, la bande à Costantini, puis après j'ai été marqué par Onesta, ouais. J'ai eu un échange une fois avec lui par différents trucs et ouais, putain, chapeau à ces mecs, quoi. Chapeau. Première médaille, Pékin 2008, enfin médaille d'or. Ouais. Tu vas aller vivre comment, toi, les Jeux de Paris 2024 ? Là, justement, tu te retrouves libre, est-ce que c'est... Non, je peux... J'ai pas de truc prévu, mais je peux. C'est quand je tombe dessus ou quand je lis un truc dans la presse où je me dis tiens ça je vais regarder. Ouais. Il faut qu'il y ait une histoire derrière, je trouve. Je trouve que là il y a le hand, comment après Onesta. Je trouve que c'est. Je vais regarder parce que comment ils ont fait passer un sport qui était un peu confidentiel à un sport. Voilà. Bankable Et avec des trucs qui se rapprochent beaucoup du rugby. Je vais regarder le dernier défi de Teddy Riner, qui se l'est mis en tête et voilà. Il y a des trucs comme ça, ouais. Il y a des trucs comme ça où je risque de regarder. Ouais. Et aller au stade, c'est des plaisirs que tu as quand tu es plus entraîneur ? Je suis pas très stade. Je me suis forcé à y aller, mais pour une raison, quand j'ai arrêté après Toulon, parce que j'ai eu beaucoup de temps, j'ai été dans beaucoup de stades pour voir en fait le match. Le match en lui-même au stade, je trouve qu'on ne le voit pas. Je préfère le regarder à la télé, mais pour voir tout ce qui se passe autour. Et j'avais besoin de voir des choses, des choses qu'on ne voit pas quand on est entraîneur, puisqu'on n'a qu'une vision en fait, c'est celle de devant. Comment les équipes arrivent au stade, comment ils sortent individuellement, voir comment fonctionnent les staffs à l'échauffement, voir comment fonctionnent les joueurs. Et c'est là que j'ai le plus appris, oui, parce qu'en fait c'est des trucs invisibles et d'avoir cet œil-là, on arrive très vite à comprendre si l'équipe elle est dans de bonnes dispositions, si l'équipe est un peu borderline, si le manager contrôle beaucoup de choses. Et j'ai été voir beaucoup de matchs de top 14, de Pro D2, juste pour voir ça. Parce que le joueur lui-même, je ne le perçois pas aussi bien dans un stade qu'à la télé. Je le perçois sur vraiment des trucs techniques. À la télé, on a un peu plus de recul. Ouais. Invité par les clubs ou Non. Non. Non, pourtant je connais beaucoup de monde, mais non, c'est un truc que j'ai fait. En fait, je me suis connecté à tous les sites de chaque club et j'ai acheté ma place. Et j'y allais. Donc très vite, quand vous arrivez dans le stade, tout le monde... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il vient peut-être chercher un... Ouais. Ah non, mais du tout. Pourtant, je fais en sorte de... J'y vais seul. Ouais, mais incognito, c'est dur. Ouais. Surtout quand vous mettez votre tête au grand écran. Mais, non, mais j'y vais parce que pour voir tout ça. Et je pense que c'est des choses qui m'ont manqué à un certain moment donné, quand j'étais entraîneur dans des phases compliquées, voir ce qui se passe dans mon dos, en fait.
Et, parce que moi, à l'échauffement, je sors que... C'est prendre de la hauteur, pas spécialement. Mais à l'échauffement, pour un échauffement, moi je reste dans le vestiaire, je sors qu'au dernier moment, mais qu'est-ce qui se passe avant, comment le staff gère, comment le joueur s'échauffe individuellement. Le langage corporel est hyper révélateur. Et du coup, j'ai été voir beaucoup de matchs comme ça, donc je payais ma place. Alors souvent, parce que je connais beaucoup de monde, notamment Thomas Lombard qui m'a dit « mais t'es complètement barge, Patrice, tu appelles moi, demande-moi une place ». Et du coup, aujourd'hui, ma boîte mail est remplie de newsletters. Ouais, si tu veux soutenir le bébé, le Stade français, Montpellier, tous, ils disaient le Racing. Comme si tu étais un supporter. Racing Family, ouais, ben, vis ma vie de supporter. Et il y a des choses où tu t'es servi dans tes... Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que comme j'ai dit, on perçoit des choses. Et je me suis aperçu que c'était important peut-être d'avoir quelqu'un, parce que nous on n'a qu'une vision, on regarde là. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui regarde dans notre dos aussi ce qui se passe. Dans l'aspect, pas que dans l'aspect paranoïa, mais dans l'aspect d'organisation. Moi j'y ai beaucoup appris, ouais. Et j'étais surpris de voir comment à l'échauffement et comment à l'arrivée des joueurs sur le terrain, c'est-à-dire individuellement avec des staffs, comment on peut percevoir déjà l'issue d'un match. Ça m'a frappé. Qui est le meilleur et qui donne la meilleure impression? Ouais. je crois que j'ai dû le noter, mais je vais m'abstenir. Bon, alors ça nous amène vers un questionnaire fan 2. Le stade ou le lieu où tu aimerais aller et où tu n'es jamais allé. Ça peut être du rugby ou pas du rugby? Ah, stade de rugby, j'en ai fait beaucoup, ça va pas être original, non. J'aimerais aller à Liverpool, voir un peu. À Liverpool, ça me plairait d'y aller. Ouais. Anfield. Ouais. Le selfie avec un sportif que tu n'hésiterais pas à demander. Je l'ai fait. C'est qui? Au bout de 2 jours à Montpellier, dans la raquette, un truc improbable, tombé du ciel. Tombé du ciel. Tu vas être surpris. Ouais. Michel Platini. Ah oui. Mon idole de jeunesse. J'avais tous les posters, je connais sa carrière par cœur. J'ai regardé son dernier reportage sur Canal, le dernier des Romantiques. Je l'ai trouvé. Et au bout de 2 jours à Montpellier, on fait la photo d'équipe. Et je sors du truc, Michel Platini. Et là, je fais waouh! Et il me voit, il fait bonjour Patrice. Alors déjà, je suis surpris. J'étais avec Etchette et Vincent Etcheto était comme un fou. Et je dis putain, je vais vous dire un truc, c'est l'histoire de ma vie de vous rencontrer. J'ai pris un selfie avec Platoche. Ouais. Donc, je suis pas venu pour rien à Montpellier quand même. Putain. Tu vois. L'équipe ou le club pour qui tu n'hésiterais pas à revêtir une tenue de supporter? Non, pas dans un stade de rugby. Non, autre chose. Hein. Ça peut être n'importe quel... Je vais rester dans la lignée de ce que je t'ai dit pour Michel Platini, la Juve. J'ai été marqué par la Juventus de Turin. Le maillot à rayures, zèbre, je les ai tous eus quand j'étais jeune. Enfin, le geste technique de sport que tu aurais rêvé d'accomplir? La pénalité de la gagne. Tu l'as vécu comme entraîneur? Je l'ai vécu comme entraîneur. Mais la pénalité de la gagne, ouais. Ah ouais, t'es un buteur refoulé, tu faisais... Alors attention, j'ai quand même... parce que des fois, quand on fait quand on anime des sessions de collectif, souvent on travaille les turnovers, les contre-attaques. À l'unanimité, j'ai une sacrée vrille. Ah ouais. Mais la vraie, hein, pas celle qu'on prend sur la pointe du ballon, celle qu'on prend sur le côté. Ouais. Et que le ballon... alors les mecs sont surpris. À Montpellier, très surpris les mecs. Qu'on faisait avec le Wallaby. Oui, je suis très Wallaby. Mais les mecs très 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 surpris à Montpellier, ils ont dit putain, mais bon, ils étaient surpris à Brive aussi. Ils sont et souvent l'arrière, comme il n'a pas l'habitude d'en prendre comme ça, il peut faire une tête dessous. Ah bon, mais c'est donc la pénalité. T'aurais aimé être 3/4? J'étais numéro 10 jusqu'à 14 ans. Hein. C'est-à-dire à la scène à l'école de rugby, de quand j'ai démarré de Poussin, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, il y avait vraiment des avants et des 3/4. J'ai commencé numéro 10, ouais. Il y a 14 ans. T'as pris des joues? Ouais, des joues, ouais, pas que. Et c'est à Toulon que je suis passé devant. Mais j'ai jamais été emmerdé avec un... Attention, ouais,
Je suis pas Mozart non plus. J'ai jamais été emmerdé. Enfin, un ballon, ça n'a jamais été un colis piégé pour moi. Et comme j'adorais jouer au foot, j'aime taper dans le ballon. Et puis, le ballon n'a jamais été un souci pour moi. Bon, on va terminer notre entretien. Voilà, on prend le temps, hein, on l'avait dit, on prend le temps. Du coup, c'est long. On a passé le. J'ai pas vu le temps passer. Mais oui, mais c'est ça qui est sympa. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Enfin, surtout les copains, les copines, pas trop. Mais c'est un petit questionnaire pour jouer un peu les prolongations sur ce que tu fais en dehors du sport. En tout cas, je l'ai appelé post-scriptum, ce questionnaire. Est-ce qu'il y a un livre qui t'accompagne, que tu relis ou qui t'a marqué? L'art de la guerre. Ouais, ça m'est arrivé de le relire plusieurs fois. Ouais. Ils étaient précurseurs, on va dire. Ouais. Et ça t'a servi Non, mais je trouve qu'en termes de stratégie, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le rugby, dans les autres sports, dans des gens qui font des choses seuls face à eux-mêmes et tout. Enfin, moi, un jour, j'ai rencontré Arthur Coville, le navigateur, parce qu'il y avait un sponsor commun à La Rochelle. Il était venu, il m'avait dit « Mais quel sport dangereux !» C'est pas Thomas Coville, parce qu'Arthur Thomas, pardon. Arthur, c'est son neveu. C'est son neveu, pardon. J'ai fait un lapsus. Sodebo, je crois. Hein, ouais, c'est Sodebo. Et il est arrivé du Vendée Globe et il m'avait dit « Mais quel sport dangereux, le rugby !» Je dis « Ouais, j'ai fait moi, tu me files tout l'or du monde, j'y vais pas sur ton bateau tout seul. » Et ils s'en rendent pas compte. Parce que nous, on est 15, et eux, ils sont seuls. Et j'ai toujours un décalage avec ces mecs. Je suis par admiration, mais je suis interpellé, ouais, par ce genre de personnages, des mecs comme lui, des navigateurs comme Mike Horn, des aventuriers. Je me dis, putain, des mecs, ou même des mecs qui font des sports indives extrêmes, je me dis, fou. La Rochelle, t'as pas développé ton sens marin? Ah non, puis ça fait partie d'une de mes phobies, donc non. Ah oui. La phrase ou le mantra que tu aimes peut-être te répéter ou que tu as souvent? Ah, j'en ai une que je dis souvent, prends comme ça vient. Ouais. D'accord. Et... Les gens se reconnaîtront parce que je l'emploie assez souvent. Tu sais quoi, prends comme ça vient. Allez. La chanson que tu écoutes, en faisant du sport ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une qui est une chanson fétiche? Non, je suis bon public. Il y a des musiques qui me rappellent des périodes, des moments de sport, tout ça. Et ouais, il y a des musiques comme ça, quand j'étais enfant, je me dis putain, c'était tel moment, à telle période et tout. Ça me rappelle des trucs, mais sinon pas de trucs fétiches. Ouais. Est-ce qu'il y a une association que tu aimerais mettre en valeur? Il y a une idée que je trouve, mais c'est pareil parce que je trouve. Des fois, je retombe sur le truc, sur ce qu'a fait Coluche, les Restos du Cœur. Je trouve l'idée, mais je la trouve grandiose. Et parce que alors j'ai connu le disque qu'ils avaient fait, parce qu'à l'époque c'était un disque, où tu avais tous les chanteurs français. Ouais, j'ai trouvé cette idée de cette personne-là. Franchement, après, toutes les associations ont une noble cause. Mais je trouve que le jour où il a eu cette idée, pour moi, il a eu l'idée du siècle, quoi. La personnalité hors sport que tu rêves de rencontrer? Je trouve que Barack Obama dégage un truc un peu spécial. Un peu spécial. Sinon, il y a un mec qui m'interpelle, comme je l'ai cité tout à l'heure, je crois que c'est Mike Horn. C'est des mecs. En fait, comment on en arrive là, quoi? Il y a un truc. Quand on en arrive là, c'est qu'on est une personne à part, je pense. Bon, déjà, là, on a un peu compris comment tu en étais arrivé là, dans ton parcours. Je te remercie, parce qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. C'est quoi le next step? Tu as déjà en tête ce que tu vas faire? Tu es déjà dans la bataille navale d'Eddie Jones, la stratégie de l'ère de la guerre, etc. etc. Tu vois où tu vas rebondir? C'est forcément à la tête d'une équipe? Non, ça peut être... c'est un métier où on ne peut pas prévoir. On ne sait pas quand le téléphone va sonner. Ce qui est terrible, c'est que... Ça t'inquiète, ça? Non. Non, non.
Non, parce que ça va me permettre de voir autre chose. Ça va me permettre d'avoir des centres d'intérêt, d'élargir les centres d'intérêt, de voir d'autres personnes aussi, même si je vais voir beaucoup de personnes du truc, mais je sais que je vais rencontrer d'autres personnes, je sais que je vais emmagasiner de l'expérience, je sais que ce que j'ai vécu là pendant 12 mois, c'est un peu hors norme. Et non, et puis ça peut être plein de choses, ça peut être l'étranger. J'ai un ou deux médias peut-être qui m'ont approché aussi. Après, niveau rugby, comme je l'ai dit, ça peut être l'étranger. Je sais pas, peut-être revenir sur un laps de temps à du technique. Peut-être sur du spécifique jeu d'avant, la mêlée, parce que j'ai commencé par là. Je pense que ça peut être aussi un poste de manager, mais une opportunité sur un spécifique avant et tout, dans un staff hyper pointu, ouais, c'est un truc qui me plairait, que ce soit à l'étranger ou dans un club étranger ou dans une équipe nationale. Repartir en fait aux bases, parce que moi je suis issu de là, j'ai commencé avec les espoirs, j'ai commencé par de la fédérale, quand j'étais au Racing, la Pro D2, vraiment technique pour se régénérer, mais ça peut être aussi un poste de manager, mais ouais, je pense qu'il y aura un truc peut-être différent. Ouais. Eh bien, je te le souhaite et en tout cas je te remercie infiniment Patrice pour ce temps passé merci à toi. Et d'avoir joué le jeu de ce long entretien, voilà, et qui m'a paru très court moi, mais ouais, voilà, donc, en tout cas merci et merci à toi et à très bientôt, c'était un plaisir. One, two, Trio.